Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Nicolas. Nicolas, peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Je vais commencer par pour me présenter, je vais commencer par parler de mes motivations, de ce qui me passionne, et puis ensuite on viendra tranquillement sur ce que je fais après. Moi, ce qui me passionne, il y a deux grandes choses en fait. Il y a l'apprenance, le fait de comment on apprend, et puis la deuxième motivation que j'ai, c'est comment les autres, eux, apprennent. Moi, je me connais très bien sur la façon dont je vais apprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre des choses. Et puis il y a d'autres personnes qui ont d'autres mécanismes. Et ce qui va m'intéresser, c'est comment eux, ils vont apprendre, comment moi, je vais transmettre les choses que j'ai à transmettre. Ma passion aussi, c'est mon expertise, donc j'adore transmettre cet élément-là. Et quand on a une passion, elle se transforme en un métier. Donc, résultat, moi, je suis formateur, je suis coach, je suis entrepreneur aussi, puisque c'est ma quatrième entreprise d'un format autre que auto-entrepreneur. Et je réalise cette entreprise qui s'appelle Bouge ta formation maintenant avec Céline, qui est ma compagne de vie aussi. Donc, elle n'est pas que ma compagne au business, pour les affaires. Et on a développé sur ce créneau-là, notre aide. On est tous les deux formateurs, donc on aide les formateurs qui débutent à se positionner. Souvent, ils vont prendre une posture de formateur indépendant, donc on les aide à se positionner correctement, à trouver leurs clients, les aider à se démarquer, à se rendre visibles, d'utiliser les réseaux sociaux pour ça. Et on utilise notre expérience qu'on a, nous, emmagasinée avec les différentes années qui ont blanchi nos cheveux l'un et l'autre. Et donc, du coup, d'amener cette petite expertise. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus avancées. Mais en tout cas, nous, on aide plutôt les formateurs débutants ou qui se lancent dans le métier. Ah, c'est très bien tout ça. Quand tu dis on les aide, comment tu fais pour leur présenter ton offre ? Comment tu fais pour qu'ils te rencontrent ? Alors nous, on a pris le parti. Alors, on a testé plein de choses, vraiment plein de choses. Nous, ce qui marche pour nous, ça ne veut pas forcément dire que ça marche aussi pour eux. Nous, comme on a testé plein de choses, après, on peut les aiguiller sur d'autres éléments. Nous, ce qui marche pour nous, c'est notre chaîne YouTube, c'est-à-dire les vidéos. Et puis, on a un groupe et pour lequel on invite les gens à venir sur le groupe, puis on partage des moments avec eux en live sur des sujets aussi variés que la création de formations, mais aussi la commercialisation de ces formations, ou quand on est vraiment indépendant, mais et qu'on a encore peur, qu'on a encore cet esprit un peu salariat et qu'on cherche à se sécuriser, on va les aider à trouver des stratégies pour qu'ils puissent faire de la sous-traitance, mais sécurisée, c'est-à-dire être dans un cadre où ils vont trouver des partenaires qui vont les alimenter en animation. Et puis eux, ils auront juste besoin de former. Et donc, ils n'ont pas cet aspect commercialisation qu'on pourrait rencontrer, comme dans des centres de formation, par exemple, ou des formateurs indépendants un peu plus avancés qui commercialisent eux-mêmes leur formation, ou ils font de la formation publique. Les gens viennent en salle ou en classe virtuelle dans certains cas, voire du e-learning. Et là, eux, ils font tout de bout en bout, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on fait les deux, c'est-à-dire que quand on est plutôt en sous-traitance
et puis qu'on est en commercialisation, en fait, on utilise les mêmes techniques pour se rendre visible auprès des clients. Il faut qu'on puisse montrer notre expertise, montrer et rassurer les clients potentiels qu'on peut être la bonne personne pour les aider. Et une des difficultés qu'on rencontre principalement, c'est que beaucoup de formateurs qui sont titrés, c'est super, ils ont une magnifique formation de formateurs, ils ont souvent les super bases d'animation, potentiellement de conception de formation, d'animation de groupe, etc. Mais dès qu'il s'agit d'aller se vendre, en fait, tout leur bagage disparaît. Ils se liquéfient dès qu'il s'agit de parler de ce qu'ils font, combien ils le vendent, qu'est-ce qu'ils peuvent amener ou résoudre comme problème, etc. Et donc, on va essayer d'aller travailler avec eux sous différentes formes. Donc, ça peut être juste de la prise de conscience sur le potentiel qu'ils peuvent avoir. Donc là, ça va être plutôt un mode de coaching qu'on va réaliser. Donc, libérer les peurs, aller reconstruire une offre, etc. Et puis après, on a pour certains où ils se disent bon, allez, il faut que j'y aille, il faut que je puisse me démarquer. Et on va aller travailler la visibilité de la personne, son offre, son adéquation avec les problèmes qu'il pourrait résoudre, et que les gens pour lesquels ils disent moi, je suis en train de chercher une solution. Et quel est le formateur qui va m'aider à m'apporter le savoir ou le savoir-faire qui va me permettre de résoudre ce problème. Et souvent, la difficulté qu'on va rencontrer derrière cette peur de se vendre, c'est encore plus de se dire si je me spécialise dans un domaine bien précis, alors j'adore utiliser les exemples du type formateur Excel, formateur de langue, parce que ce sont quand même une majorité de formateurs qui sont sur le terrain. Et quand je dis moi je suis formateur Excel, on a l'impression que c'est un peu le couteau suisse, il sait tout faire sur Excel. Mais est-ce qu'il va réellement, moi, m'aider dans mon cas à moi, qui va être, moi j'ai besoin de découvrir dans Excel un truc bien spécifique, parce qu'on m'a demandé, mon patron m'a demandé la semaine dernière, de faire un super rapport avec des données croisées sur un ensemble d'informations qui proviennent de sources extérieures. Moi, c'est ça qui m'a été demandé. Le problème, c'est que quand je vais regarder les programmes de formation, j'ai Excel niveau 1, Excel niveau 2, Excel niveau 3, et du coup, j'ai du mal à identifier concrètement qu'est-ce que c'est que cette formation-là, et est-ce qu'elle va pouvoir m'aider à résoudre ce problème. Et pour ça, avec les formateurs, ou les formatrices, il n'y a pas de distinction entre les deux pour moi, D'ailleurs, je crois qu'il y a plus de formatrices que de formateurs sur le marché, donc je devrais peut-être utiliser plutôt l'aspect féminin. Non, t'es pas d'accord ? Écoute, nous, on a un parti pris. Nous, chez nous, c'est de s'adresser aux formatrices et surtout, de s'adresser aux formateurs et surtout aux formatrices. Tu vois, nous, on a pris cette tangente. Oui. C'est juste peut-être parce qu'au sein de notre équipe, on a une très grosse dominance féminine. Donc voilà quoi, il y a peut-être cette approche qui est un petit peu différente. Quand tu parles de client, moi j'entends le client final, l'apprenant qui veut se perfectionner sur Excel. Mais est-ce que dans le client, on doit aussi entendre le centre de formation qui va t'embaucher entre guillemets pour porter ces apprentissages? Alors, moi j'évite le mot embaucher parce que derrière il y a tout de suite la notion salariale qui pourrait en découler. Mais par contre, te missionner, c'est-à-dire que là pour le coup, il va te confier une activité en sous-traitance. Donc là pour le coup, je suis sous-traitant ou voire partenaire dans certains cas. Moi j'ai des partenaires de centres de formation où on construit carrément des parcours ensemble et puis on va les animer ensemble. Donc il n'y a plus d'effet de subordination potentielle. Ou de juste je te délègue une activité pour une autre en fait. Et le mot embaucher est souvent tendancieux, ou en tout cas je sais que le mot en lui-même embaucher pourrait être employé aussi pour les indépendants ou pour n'importe quel autre sous-traitant, mais comme il y a une attache émotionnelle autour du salariat, automatiquement en utilisant ce mot-là on a tendance à dire mets-toi dans une posture de salarié, et ça aussi c'est entretenir malheureusement
la posture que l'indépendant qui souvent vient du salariat, ou l'informatrice indépendante qui vient du salariat, va garder cet état d'esprit et va se positionner comme un salarié en fait. Alors qu'elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle a des affaires à mener, et le centre de formation doit être vu comme un client, réellement, comme un partenaire, mais surtout pas comme étant mon patron en fait. Et tout à fait. Excuse-moi, oui. On l'observe, nous, hein, dans les gens qu'on croise là pas plus tard que cette semaine. J'ai une formatrice que j'ai formée il y a quelques années qui a eu un contrat de vacation un petit peu long, on va dire. Elle m'a dit, ça y est, j'ai été embauché. Je dis, ouais, c'est vrai que quand t'es à la vacation, t'as un contrat qui peut ressembler à CDD, mais non, t'as pas été embauché. T'es indépendante, on t'embauche pour tes capacités à produire par toi-même. Il y a quand même des grosses variables à prendre en compte, et elle est très rassurée par ce fait-là, d'ailleurs. C'est assez marrant. Oui, c'est-à-dire que potentiellement, j'ai pas besoin de vérifier ton temps, je dois juste vérifier que moi, la mission que je t'ai confiée, en tant que, si je suis la personne qui sous-traite, là, le client, moi, je dois juste vérifier que la mission que je t'ai confiée est bien menée de bout en bout, en fait. Je m'en fous que tu aies mis 12 heures ou dans la journée, ou que tu aies mis 6 heures dans la journée, ou que tu aies mis 3 heures dans la journée. Je m'en fous de savoir que tu as des contraintes personnelles et que tu dois les assurer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vais sous-traiter l'activité, c'est quand est-ce que cette activité va être menée, est-ce qu'elle va être menée avec des professionnels, est-ce que ce professionnel va aller assurer la même qualité que si c'est moi qui l'aurais réalisé, Ah oui. etc. Et puis après, il y a aussi présenter son offre, en fait, parce que tu parlais d'embauche. Potentiellement, si on se met dans l'idée d'embaucher une formatrice indépendante, on va lui demander son taux horaire ou son taux journalier, comme si c'était un salarié en fait. Et au lieu de présenter une mission, par exemple, une mission de formation qui dure 2 jours avec 15 personnes, pour lequel tu dois créer toi-même ton support. La seule chose que nous, on t'amène, c'est les 12 clients, la salle qui est prête, on va faire toute la partie administrative. Nous, on te demande de réaliser la formation avec son support qui va bien, les activités qui vont bien, etc. Moi, c'est cette prestation que je t'achète. Du coup, ça me coûte combien en fait? Est-ce que ça me coûte 3 000 euros? Est-ce que ça me coûte 12 000 euros? Est-ce que ça me coûte 300 euros en fait? Tu sais que le décalage du terrain avec le discours, c'est pas du tout ça. Hein. Sur le terrain aujourd'hui, c'est vous allez intervenir là, ça vous intéresse, vous serez payé 25, 30, 40 euros de l'heure, et vous allez faire ça. Et oui. c'est là qu'il y a une vraie discordance, et c'est là que, moi, je m'y suis retrouvé confronté il y a quelques années. Moi, je disais, non, je dis la pédagogie, c'est moi. Les objectifs de formation, vous me les donnez, et moi je fais le parcours, et je fais en sorte que les apprenants arrivent à obtenir ce pourquoi ils sont formés, c'est-à-dire valider les objectifs. Mais moi j'avais eu ce discours en disant, écoutez, dites-moi ce qu'il faut faire, ne me dites pas comment il faut le faire. Chacun son truc, quoi. En fait, c'est assez intéressant de le regarder d'un point de vue systémique. En fait, on a une relation qui s'effectue avec deux parties, donc le centre de formation et le formateur indépendant. On dit à chaque fois dans le marché, oui, mais quand moi, formateur indépendant, je veux expliquer que moi, en fait, je viens avec un truc tout packagé, et que ce truc tout packagé, ça a un coût, et que ça apporte des bénéfices, que ça répond à des résultats, que ça peut couvrir un ensemble d'attentes ou de désirs pour les apprenants. Moi, je fais tout ce package-là, ça a un coût. Du coup, mon coût, c'est global. C'est-à-dire que je ne détaille pas mon activité, et je ne vends pas, comme chez le boucher, mon temps, en fait. Et là, on se reçoit, oui, mais non, en fait, nous, on travaille avec le TJM, le taux horaire, etc. Donc, du coup, donnez-moi votre taux horaire. Et puis, de l'autre côté, quand c'est l'OF qui commence à dire combien coûte la prestation qu'on voudrait réaliser, c'est-à-dire que nous, on voudrait tel résultat,
on voudrait que vous puissiez répondre à telle attente, que vous puissiez amener les clients à obtenir tel succès. Ça coûte combien? Et puis là, le formateur, il dit, vous voulez combien d'heures? Ça dure combien de temps? Moi, c'est 40 € de l'heure, en fait. Et puis, résultat, on se retrouve dans une boucle où, en fait, on a un cercle vicieux qui se crée. C'est-à-dire qu'on crée dans le marché une posture qui amène à penser que la personne est un salarié qui vend son temps, en fait. Le formateur indépendant devient comme un salarié avec un contrat un peu différent. Et du coup, il vend son temps. Mais s'il vendrait réellement son temps, il vendrait aussi toute la préparation pédagogique qu'il a pour animer une formation. Ça c'est clair. Et là, tout d'un coup, ça va vite changer de rapport, en fait. Parce que là, on n'est plus en train de parler de 8 heures de formation, ou 12 heures de formation, ou 36 heures de formation. On est en train de parler d'un aspect pédagogique qui va peut-être un travail pédagogique, construction pédagogique avec l'échelle qu'on va mettre en place avec toutes les activités qui sont nécessaires, etc. Ça, c'est peut-être plus d'une centaine d'heures. Et puis, on va animer. Et puis, derrière, on va faire les évaluations parce qu'on a besoin des évaluations d'entrée, mais aussi des évaluations de sortie. Et pas que dire est-ce que tu étais content de venir à la formation. On doit s'assurer qu'on a bien atteint les objectifs pédagogiques. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le savoir, puisqu'on a construit le parcours, en fait. Mais du coup, tu vois, tu disais tout à l'heure, tu as ajouté tout à l'heure sur la formation FPA et éventuellement la capacité de construire des parcours. Et oui. je crois quand même qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, quand je forme des FPA, je leur dis, écoutez, c'est pas compliqué. Soit vous prendrez ce qu'on vous donne et vous serez comme le chien sous la table, soit vous serez dans une posture où vous savez produire, construire et apporter une solution complète, et à ce moment-là, vous serez audible. Ne faites pas semblant. Et soyez capable de produire et de discuter des process complets. Moi aujourd'hui je suis capable d'intervenir par exemple dans un centre non digitalisé avec une solution digitale autoportée qui va répondre aux attentes des apprenants, qui va venir upgrader le centre de facto, et on a aussi la capacité d'accompagner le centre si besoin et s'il veut dans cette digitalisation aussi, parce que tout le monde n'est pas au même stade, quoi. Oui, ça c'est clair. En plus, le mot digitalisation est souvent réduit à on va faire du e-learning, en fait. Mais ouais, c'est ça. Mais malheureusement, cette partie numérique, l'usage du numérique est beaucoup plus multiple que juste faire du e-learning dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, en fait. Et on va au-delà, on parle même de parcours numérisé, donc le parcours de l'apprenant, le parcours du client. Peut être amené à être digitalisé. Le fonctionnement même de l'organisation peut être digitalisé dans beaucoup de cas. On voit encore trop de papier circuler. D'ailleurs, c'est peut-être aussi, dans certains cas, Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est peut-être le contexte qui demande de conserver justement autant de papier. Oui, alors après, on a quand même l'aspect numérique. Les PDF se stockent plutôt bien. Oui. Mais tu vois, par exemple, moi, je parlais des émargements. Nous, aujourd'hui, on utilise des outils d'émargement distanciés. Oui. Les 3/4 des centres dans lesquels j'interviens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cet outil. Alors qu'ils ont intégré, alors pour des raisons différentes, le fait qu'on peut travailler en distanciel. Voilà, je crois. Et là, la dernière que j'ai eue l'autre jour, c'était du coup, comme il va falloir faire des économies de chauffage, ça va être bien. Ouais, c'est bien sûr que ça va être super bien, mais est-ce que c'est adapté à l'apprentissage et aux gens qu'on va former? C'est juste ça la question qu'il faut se poser, parce que moi présentiel, distanciel, blended, c'est des modalités, on s'adapte, mais c'est pas nous qui devons nous adapter. Il faut que la modalité soit adaptée à celui qui apprend. Et là, il y a encore un peu de taf à faire. Je on a bien vu avec le Covid. Mais... Ouais, oui. Je voulais te poser une question. Tu vois, on évoque assez souvent l'intervention du formateur en centre de formation et quid de sa préparation pour intervenir en entreprise, carrément en entreprise. Tu as des retours, toi, là-dessus? C'est-à-dire qu'il vend ses prestations en entreprise?
Ouais, tout à fait, directement en entreprise. Parce que je vois, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de demandes d'entreprises de faire des intras Oui, sur des domaines très souvent. précis. Tu vois, Après, ça va dépendre de la taille. ouais, ta Je me permets de te spécificité couper. ta spécificité d'Excel, tout à l'heure, m'y faisait penser. Sur l'entreprise, moi, j'en ai une la semaine dernière, elle m'a dit, c'est sympa ce qu'ils nous proposent là dans le centre, mais c'est des génériques, il m'a dit, le gars. Il m'a dit, nous, le lundi matin, on sait toujours pas faire. Oui, c'est normal, ils ont acheté une formation sur catalogue. C'est ça. Après, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Par exemple, ça, on va rencontrer ce cas-là essentiellement sur des grandes structures ou des moyennes structures, en fait. C'est-à-dire que ils ont un processus d'achat ou un processus RH qui va amener une normalisation sur l'achat de la formation. Et du coup, pour pouvoir comparer au travers de différents devis la prestation, parce que là, on parle bien de prestation qui va être réalisée, Oui. eh ben, t'as pas le choix en fait. Ils prennent quelque chose sur catalogue, ils regardent 3-4 centres. Généralement, c'est des centres, c'est rarement des indépendants qui arrivent directement. Hein. S'ils y arrivent directement, souvent ils viennent par un autre Par un autre canal. canal. Un autre canal, ouais, tout ça, exactement. Par le conseil, par le coaching, par peut-être de l'assistance technique. Et ils se rendent compte qu'il y a un besoin de former des gens par rapport à un métier qui évolue, par rapport à, on parlait de digitalisation, mais c'est l'exemple classique. On a des nouveaux processus qui arrivent dans l'entreprise. Celle-ci, elle s'outille numériquement et du coup, elle est obligée de former et par conséquent, elle est obligée de former ses collaborateurs. Et le métier de formation, on le voit quotidiennement. C'est pas un métier où on fait juste passer des slides et puis de raconter la vie de l'applicatif et puis se dire bon voilà c'est fait, hein, j'ai passé mes 159 slides là, qui a expliqué chaque partie de l'applicatif Ouais, c'est ou du cool ça. processus métier et puis voilà c'est fini. Ça donne envie. Ouais, c'est ce qui se passe encore dans beaucoup d'endroits en fait malheureusement. Et puis, Je sais. et, On l'observe. Moi j'ai encore observé ce matin en fait, hein, ça a été assez incroyable et là où ça a été encore plus incroyable, c'est que la partie pratique, il y a eu une partie pratique d'un groupe de 8 personnes, c'est résumé par une personne qui manipulait devant les 7 autres, et les autres regardaient seulement, en fait. C'est bon, ça. Là, tu te dis, bon, la journée, elle va être longue. C'est ça. C'est ce qu'ils se disent aussi, tu sais. Oui, c'est ce qu'ils se sont dit aussi, et en off, et ils étaient franchement pas contents de la formation. Je les comprends. Ouais. Voilà, il y a des manques qui peuvent arriver. Là, on n'est plus sur de la commercialisation, hein, c'est carrément la compétence du formateur ou la façon dont on a abordé la formation. Alors, ça peut être des formateurs internes, parce que souvent, si on oublie, il y a dans certaines structures, ils ont des formateurs internes, dans d'autres structures, non, ils font appel qu'à des externes. Oui, Et là, on est pour le coup, confronté à ça. c'est le mécanisme d'achat qui fait la différence. Et souvent, quand on a des formations qui sont un peu plus plus engageantes pour l'apprenant, qui le font beaucoup plus rentrer dans ce qu'il va être capable de faire à l'issue de la formation, ce qu'il va pouvoir réellement mettre en application demain. Et souvent, on se rend compte que ces formations-là ont un coût un peu plus élevé et du coup, elles sont moins souvent prises. Et on garde oui, mais tu vois, c'est cette confrontation. Moi, il n'y a pas très longtemps, on a des entreprises industrielles là autour de nous. Ils ont un besoin de formation. Moi, je vais rencontrer le responsable production. Le responsable production m'explique, pour faire rapide, voilà, j'ai une ancienne machine, là, il y en a une nouvelle qui arrive. Il y a des variables entre l'utilisation de l'ancienne et de la nouvelle. On voudrait former rapidement les gens, sous 3 semaines, aux nouvelles compétences de la nouvelle machine. Et là, je lui dis, ouais, alors on fait comment? Faut qu'on vous fasse une offre, faut qu'on passe par votre RH pour... Le gars, il me dit, vous rigolez ou quoi? Il dit, moi, dans 3 semaines, faut que ce soit opérationnel. D'accord. Elle est où la machine en action? Elle est à tel endroit. Très bien. Est-ce qu'on peut la voir en action avec des gens qui la font marcher et on emmène un de vos collaborateurs avec et il va nous dire ce qu'il sait faire et ce qu'il sait pas faire?
Oui, 3 semaines plus tard, la formation, elle était dans les mains de leur opérateur sur la machine. On n'est pas passé par les canaux classiques. Le gars, il m'a dit, mais moi, je m'en fous, on va te la payer, la formation. Il y a Oui. cette espèce de dichotomie entre le réel besoin et ce qu'on doit mettre en œuvre pour le déployer, tu vois. Et Ouais, ça, tout à fait. franchement, j'étais content de, tu vois, je suis content de te raconter ça, parce que pour moi, ça a été un vrai changement de paradigme, ça. Là, je me Oui, tout suis... à fait, hein, c'est vraiment ça. En plus, c'est ça qu'on cherche à faire, en fait. C'est que le vrai métier Hum, de formateur, c'est aussi ça. C'est d'aller rencontrer les gens sur le terrain et de construire avec eux le parcours ou la façon de faire, hum. de mettre en exergue les compétences qu'ils vont acquérir, etc. Et pas juste réceptionner un appel d'offres et puis dire tout compte fait, vu comme c'est, je vais prendre mon truc sur le catalogue et puis basta, quoi. Mmh. C'est cet aspect-là aussi qu'on prend jamais en compte. C'est-à-dire que quand on est formateur indépendant et qu'on a cet état d'esprit, hein, je parle bien d'état d'esprit un peu salarié, du coup, on fait pas cette action. On n'a pas, Du coup, on on reste n'a pas dans un cette état démarche. où, ouais, tout à fait, on reste dans un état où on est plutôt comme un salarié, en fait. On se dit, on va pas aller plus loin. On cherche pas à développer son affaire, parce que là, pour le coup, toi, tu as cherché à développer ton affaire, tu as cherché à aller rencontrer ton client, à essayer de le satisfaire au mieux. Et beaucoup, en fait, ont peur de ça. Mmh. C'est une peur d'aller rencontrer le client, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, c'est peut-être un deuxième point aussi. On parlait tout à l'heure des tarifs, là, des 40 € ou des 30 €. Moi, ça Mmh. m'amuse toujours autant, ces tarifs. Oui. Parce que 30 € ou 40 €, ça demande à un formateur d'être quasiment à temps plein à faire que de l'animation. Donc du coup, moi, quid de la recherche de Préparation. clients, Mmh. quid de la préparation, Oui, oui, de on est la dans cette prise idée. de ces formations, etc. En fait, Tu vois, on est dans cette idée. Moi, les infos que je donne quand je forme des FPA, je leur dis à la fin, si vous êtes indépendant, considérez que votre taux journalier vous permet de travailler 10 jours en face à face, et le reste du temps, c'est pour votre administratif, votre construction et votre recherche de clients. ouais, On tout à doit fait. se mettre ça. Mais ils se font à chaque fois piéger, et ils se Oui, retrouvent. Alors, être piégé, c'est très facile, parce que regarde, tu démarres, t'as rien. Et oui, puis là, ouais, il y a un gars qui va te dire ah ouais, mais moi je peux vous filer une demi-journée, tu sais, par-ci par-là. Et toi, ça tombe bien. Du coup, la demi-journée, c'est le mardi. Tu peux être sûr que quand tu as signé le truc, 2 jours après, tu as un truc vachement bien de 3 jours par semaine, mais il faut absolument que ce soit le mardi. C'est, ça te revient très facilement à la figure, un truc comme ça. ouais, Et tout tu à fait. vois, c'est pas si simple que ça. Moi, je leur dis dans la posture, j'ai dit, vous savez, un formateur pour une entreprise, c'est comme un avocat ou c'est comme un juriste ou comme un comptable. C'est un partenaire. C'est pas, c'est quelqu'un qui va te permettre de développer du business. Et si tu pars avec cette vision des choses, du coup, ton mindset est différent et les gens, t'es plus là pour dire comment je vais vous aider à atteindre vos objectifs. Et là, ils te Exact. parlent plus d'heures. Ils te parlent plus d'heures, tu vois. Non, il te parle de la problématique que le client il a, les attentes que lui il a, le désir qu'il voudrait réaliser, le succès qui, là, par exemple, l'exemple que tu as pris est flagrant en fait. Lui, il a un besoin direct. Lui, son succès, c'est que ses opérateurs soient prêts et manipulent la machine, la nouvelle machine, comme il manipulait l'ancienne, en fait, et C'est pouvoir ça. maintenir son flux de production au même niveau, aux mêmes cadences, voire même mieux maintenant avec cette nouvelle machine. C'est ça, en fait, et c'est Bah là-dessus lui, qu'on va aller lui, ses jouer à la KPI, fin. ses KPI sont là, lui. Hein. Lui, c'est sa production. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit, ils vont Ouais, mesurer si j'ai gagné en productivité et en coût de production. tout à fait. Là, souvent, C'est ça. derrière, il y a des processus lean qui sont mis en place. Et Oui. c'est là-dessus qu'il travaille. Et donc, du coup, là, il travaille sur la main-d'œuvre et de son efficacité au travers de l'apprentissage qu'ils ont fait, les compétences qu'ils ont acquis. Et tu vois, il faut pas avoir peur d'aller faire ça parce que derrière, nous, on nous a dit, voilà, on a 10 personnes dont entre guillemets, le prérequis de base, c'est des techniciens de maintenance industrielle avec une option pneumatique et hydraulique. Et du coup, on aimerait que vous les formiez euh, pour qu'ils soient opérationnels sur ces machines. Oui, Et tu vois, du coup, ça ouvre vachement de portes derrière. C'est tout à fait.
Et la difficulté, et puis c'est peut-être là que tu peux nous donner des tips, la difficulté justement, c'est comment on va les produire, comment on va les produire l'offre là, dans l'entreprise. Comment on Là, par exemple, s'organise. si on prend l'exemple, là, je vais utiliser l'exemple là, de maintenance industrielle, qui est peut-être moins courant sur le marché, mais qui donne un bon exemple. La Et c'est personne, pas du tout notre cœur de métier, nous, hein, en plus. Hein. oui, C'est pour te pour dire. celui qui démarre, il a intérêt de démarrer sur un domaine qu'il connaît bien, parce qu'il connaît les problématiques que les gens vont rencontrer, parce que lui-même les a rencontrées. Donc, si je suis en FPA et je suis en reconversion professionnelle, j'ai forcément un métier derrière que j'ai fait pendant plusieurs années, et donc je connais les difficultés. Et ben, Oui. je vais aller me positionner d'abord sur ce type de mission de formation, parce que je vais avoir plus facile à les vendre, parce que je sais exactement les pain points, les douleurs, les difficultés que les gens rencontrent sur ce métier, et je vais pouvoir leur proposer, peut-être, maintenant que je suis formateur, j'ai peut-être trouvé aussi des moyens de parler des expériences que j'ai acquises, des façons dont j'ai résolu ces problèmes, et de pouvoir les partager au travers d'une formation. Et là, en partant de là, ça va être beaucoup plus facile d'aller commercialiser, de parler. Et je sais que en disant ça, les gens ils vont se dire oui, mais je vais me limiter en fait. Dans un premier temps, oui, mais il vaut mieux se limiter à un domaine très précis pour lequel on est capable de parler d'une façon très, très simple, et que ça parle à notre client pour qu'il puisse nous acheter. Lui, il va nous entendre, que d'essayer de baragouiner un truc pour essayer de toucher tout le monde, et au final, on ne touche personne. Donc, On n'est pas audible, oui. donc voilà, il vaut mieux se dire, dans un premier temps, je me fais mes armes. En plus, souvent, il manque un peu de terrain. Donc, faisons mes armes sur un domaine que je connais et pour lequel je ne vais pas trop me faire bananer, que d'aller sur un domaine potentiellement qui m'attire, qui me fait plaisir, qui touchent peut-être plus de monde, mais qui sont plus difficiles à toucher. Et puis derrière, quand on anime, on se retrouve avec les difficultés de formateurs plus aguerris, ou que les formateurs plus aguerris sortent des il y a quelque chose que j'aime beaucoup qu'on m'a dit il y a quelques années. J'ai rencontré un formateur. Je dis en quoi ça consiste ton boulot. Il m'a dit moi je leur apprends ce qui est pas écrit dans le livre. Ah j'ai bien aimé ça moi. Tu sais, il est dans cette dimension. Bah ouais, le pratico-pratique. Tu sais, la théorie c'est une chose, la réalité c'en est une autre. Et dis-moi, dans les nombreux accompagnements que j'ai fait moi auprès d'FPA, parce que j'ai formé des FPA pendant pratiquement 10 ans, j'étais confronté sur tous les groupes à des gens qui venaient en formation FPA en se disant, moi plus jamais je ferai le métier que je faisais avant. Donc du coup, quand t'en rencontres, toi, des comme ça, et est-ce que t'en rencontres, qu'est-ce que tu leur dis là? Parce que là, du coup, ils vont pas pouvoir y retourner dans leur métier initial. Ils veulent se sauver de là de toute leur force. Ils vont pas eux être dans le poste dans lequel qu'ils ont quitté. Ouais. Et ils vont former des gens qui eux sont dans le poste dans lequel lui il a quitté en fait. Et il sait très bien pourquoi il l'a quitté. Hein. Si on s'amuse à analyser le départ et la reconversion des gens, souvent c'est un désalignement. Une des premières causes, c'est le désalignement personnel que l'on a avec son métier. C'est-à-dire que c'est plus un métier qui nous fait vibrer. C'est pas une question d'argent, parce que souvent on va être confronté au même niveau salarial, quel que soit le domaine où qu'on va retrouver. Il y a que vraiment si on passe de un manutentionnaire à un haut cadre, où là on a il y a un écart, un saut énorme de salaire. Mais sinon, quand on reste cadre, ou quand on reste ouvrier spécialisé, ou si on reste employé, on va se retrouver dans des niveaux de salaire qui vont être équivalents. Donc, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la motivation, le fait qu'on est désaligné dans ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on n'y trouve plus de plaisir. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une expertise qui est existante, et d'aller chercher notre plaisir sur la formation, qui elle est un nouveau domaine d'expertise qu'on est en train de développer, et pour lequel on va s'appuyer sur notre ancien domaine d'expertise sans avoir la partie négative de ce métier-là, puisque je ne suis plus en train de le réaliser. Mais par contre, je vais aider les gens à bien se sentir dans ce milieu-là, avec les astuces, les tips que moi j'ai acquis avec le temps,
et que je vais pouvoir leur apporter. Et comme tu disais, hein, ça, c'est pas dans les livres. D'ailleurs, ça me fait penser un peu, quand tu dis ça, j'ai une image qui vient en tête. C'est dans Harry Potter. Dans un des Harry Potter, il réceptionne un livre pour faire des potions magiques. Et dessus, il y a plein d'annotations par rapport aux autres livres. Et il réussit toutes ses potions par rapport à ses petits copains et il devient le, le, Le roi des la magiciens. coqueluche. Ouais, c'est ça, il devient la coqueluche de la classe et parce qu'en fait, il suit le livre amendé de l'expérience de la personne qui l'avait avant. C'est Et ça. nous, c'est exactement ce truc-là qu'il faut qu'on puisse être capable de faire, c'est-à-dire venir amender la connaissance, parce que la connaissance, maintenant, avec Internet, on l'a gratuitement, facilement, accessible par tous. Donc, c'est pas là-dessus que je vais être le plus loquace pour mon client. Par contre, c'est comment l'exploiter au quotidien, comment le rendre opérationnel, comment l'amener à pouvoir l'exploiter dans des conditions qui sont différentes et qui lui facilitent la vie et qui lui fait gagner un temps fou. Et ça, même si on n'aime pas le métier d'où on vient, ou en tout cas on n'aime plus le métier d'où on vient, on peut y retrouver un certain plaisir en allant apporter plutôt sa patte, en disant tiens, moi dans ces conditions-là, je faisais tel truc et franchement ça marchait vachement bien et c'est comme ça je m'y prends et regarde qu'est-ce que ça donne. Je voudrais qu'on revienne, si tu es d'accord, sur cette dimension de commercialisation. Et est-ce qu'il y a, entre guillemets, un tronc commun pour aller proposer ces offres aux organismes de formation et aux entreprises? Ou est-ce qu'on est sur deux démarches qui sont distinctes, une partie commune peut-être et des parties distinctes? C'est quoi le processus? Qu'est-ce que tu pourrais... Comment tu pourrais m'aiguiller, par exemple, si je te disais, moi aujourd'hui, tu vois, ça y est, j'ai franchi ce pas-là, j'ai envie de vendre mes prestations et j'ai deux possibilités de prestataires. Comment tu me guiderais? Alors comment je te guiderai? En fait, il faut que tu connaisses ton client. La première chose, c'est la voix du client. Alors ça, c'est dit comme ça, on dit ouais, tout le monde dit ça. En fait, la connaissance client va sur tout à l'heure, on parlait de désir, de succès, d'ambition. Il faut connaître ces éléments-là. Et c'est vrai que la démarche que je vais avoir, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour le particulier ou que ce soit pour un centre de formation, je vais quand même appuyer sur ce socle en fait, de la connaissance du client. Sauf qu'elle ne va pas s'exprimer de la même façon quand je vais aller voir une entreprise, quand je vais voir un particulier et comment je vais voir mon centre de formation. Mon centre de formation, lui, souvent, c'est pour faire de la sous-traitance. Et donc, la résultante de ça, c'est que mon approche de la connaissance du centre de formation, c'est plutôt sur son fonctionnement et comment moi, je vais m'adapter ou l'aider, lui, à réussir sa mission auprès de son client. Du coup, j'ai intérêt de connaître comment ce centre de formation, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi les challenges que lui rencontre. C'est pas parce que tout le monde a Calliope en ce moment que c'est son challenge numéro 1. Peut-être que pour lui, c'est d'autres choses. Donc, essayer d'identifier c'est quoi son challenge. Comment moi, je vais m'inscrire dedans. Si c'est un particulier, on va faire la même chose. On va identifier lui, qu'est-ce qu'il désire. Souvent, ça va être les désirs de l'apprenant. Ça va être les succès que lui cherche à atteindre. Les succès au sens... si moi, je viens en tant que particulier, que j'utilise mon CPF, je prends le CPF, même si souvent pour les indépendants, c'est compliqué d'y avoir accès. Mais en tout cas, ça illustre bien. C'est que je cherche, moi, à résoudre quelque chose et je cherche une solution pour le résoudre. Donc, ça peut être un problème personnel, ça peut être un problème dans l'entreprise et l'entreprise ne prendra pas en charge, mais je le prends moi sur mon temps personnel. Ouais, je maintiens mon emploi. Et mon argent, éventuellement. Et mon argent, éventuellement, donc mon employabilité. Il y a des formations qui ne sont pas prises en charge. Là, dernièrement, je prends le cas de Céline, elle a suivi une formation pour éduquer son chien. C'est pas pris en charge par... Ouais, tout à fait. C'est utile. Et son besoin, c'est oui, mon chien, il est agressif envers les autres chiens. Donc du coup, je voudrais pouvoir maîtriser mon chien et pouvoir faire une sortie qui soit quand même plus agréable que de me retrouver tiré par mon chien sans arrêt, en fait.
C'est Donc ça, clair. c'est son désir et la solution qu'elle cherche, c'est comment moi je vais faire pour avoir une balade tranquille en fait. Donc ça, c'est vraiment important de connaître ça. Et puis après, les entreprises, c'est la même chose. Toi, tu as été les voir physiquement pour les rencontrer, pour identifier c'est quoi le problème. Alors ça se trouve, ils te connaissaient déjà, tu avais une certaine notoriété et ils sont venus te voir. Et donc, c'est pas tout à fait pareil que quand on est inconnu entre guillemets des bataillons, il faut qu'on se fasse connaître et du coup on va avoir plutôt une démarche. Une fois qu'on a identifié les clients ou les problèmes des clients, etc. Tout à l'heure je parlais de l'expérience qu'on avait. Si moi je viens de l'entreprise, je connais potentiellement les problèmes qu'ils rencontrent. Je prends l'exemple de l'immobilier. On sait que dans l'immobilier, chaque année, ils ont une formation obligatoire sur de la réglementation, etc. Hum. Moi, qui vient de l'immobilier, ben, je pourrais faire cette formation et du coup, je pourrais aller attaquer tous les autres, les Tous les différents, prestataires d'immobilier. exactement, et de pouvoir leur dire, bah, tenez, regardez, je sais que vous avez telle problématique qui va arriver en septembre, je sais que vous allez être obligé de tenir ça, pour vous, c'est la galère, pour vous, sans ce truc-là, bah, vous risquez de perdre votre licence, Accréditation, licence et l'accréditation, compagnie. Ouais. etc. Et moi, je viens avec un super truc. Vous allez voir, ça va être aux petits oignons. À la différence de mes concurrents, moi, je fais ce truc-là et en plus, vous allez pouvoir faire ce truc-là. Là, on amène des notions de différenciation, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier. Donc, on a vu notre client, on va essayer d'identifier aussi notre concurrence. Donc là, en parlant de différenciation, c'est-à-dire que je connais mes concurrents sur le terrain. Donc, quels sont les autres formateurs qui font la même chose que moi et comment eux ils le commercialisent. C'est toujours intéressant d'aller regarder entre guillemets ses concurrents et de la façon dont eux ils procèdent. Si j'ai mon fameux formateur pour l'immobilier, là, bah, s'il rencontre 3-4 formateurs immobiliers et puis ils disent bah, nous on galère quand on fait tel truc, tel truc, tel truc, bah, si eux ils disent qu'ils galèrent sur ce truc-là, j'ai pas intérêt de faire la même chose qu'eux en fait, d'aller trouver un autre moyen d'y aller. Et puis s'ils disent voilà, c'est régal en ce moment, c'est super facile, tu les appelles, tu leur dis ça, hop, boum, ça tombe quoi. Bah, là, tu vas faire pareil. Tout à fait. Pourquoi Là, tu vois, inventer c'est des pures techniques de marketing qu'on est en train de mettre en place. On benchmark, on regarde Tout à fait. l'offre, on cherche la peine, Exactement. et c'est Et ça, vraiment, c'est c'est vraiment. quelque chose qui n'est pas appris en fait. Ouais, Dans tout à l'expérience, fait. c'est pas appris. La partie marketing n'est pas apprise en fait. Bah, moi, j'ai la particularité, c'est que je forme à la fois des formateurs, des marketeurs et des community managers, donc tu comprends bien. Et je suis venu sur les community managers, moi, pour faire learning community manager, comment animer une communauté apprenante. C'est tout au début, quand on a commencé à digitaliser nos process. À l'époque, j'avais rencontré Jacques Rodet et puis j'ai eu la chance de suivre ses cours. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, bah oui, mais il faut que je sois le learning community manager. Il faut que je les accompagne. J'accompagne mes apprenants dans leurs apprentissages. Et naturellement, j'ai dérivé vers ces compétences-là, tu vois. C'est marrant, quoi. Oui. Bah, en fait, c'est important d'aller. Et là, je pense que oui, on est en retard en France par rapport à ce qu'on pourrait voir aux États-Unis, au Canada, etc. On sait que ce qui arrive aux États-Unis en ce moment, ça arrivera chez nous dans 5-10 ans. Peut-être Oh, même ça voir va. moins maintenant. Voilà. Ouais, la communication, le message va plus vite. Ouais, Ah. ça va plus vite, mais après c'est aussi une question de culture. C'est le Mm. changement de culture lié à l'approche qui est utilisée, l'approche culturelle. C'est vrai que toute la partie anglo-saxonne de façon générale est très pragmatique et pour lequel ils vont droit au but pour le business en fait. C'est-à-dire que pour eux, le business, c'est du business. Ok, il n'y a pas de souci, tu peux avoir des états d'âme, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les affaires. En France, on a un aspect quand même plus franchouillard avec un aspect relationnel plus important. On aime bien rencontrer les gens, on aime bien discuter 1000 fois avant de se décider, etc. Et on fait plus de relationnel que d'affaires. Et si on s'amuse à comparer le temps de proposition d'une offre, un Américain, tu peux avoir dans la discussion un bonjour, c'est la première fois que je te vois, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Ah ouais, ça a l'air d'être intéressant, viens à mon bureau demain à 9h, j'ai un contrat pour toi.
Ouais, tout à fait. En France, on va avoir salut, tu fais ce truc-là? Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. Écoute, on va se prendre un café, un dîner. On va se prendre un temps tranquille ensemble. Puis tu vas me raconter un peu ton histoire et puis on verra peut-être si on fait du business. Et puis C'est ça. 3 semaines, un an plus tard, 3 mois plus tard, on a fait 2-3 rencontres et puis seulement là, il dit au fait, j'ai peut-être un truc pour toi. Pas la même vitesse, pas le même aspect, pas la même façon de faire des affaires en fait. On n'approche pas le système pareil en vrai. Ouais, tout à fait. Et je crois que pour que le système s'approche de la même façon, il faut qu'on ait... En vérité, c'est un changement de mindset. Il faut qu'on soit... Tu sais, cette dimension, je disais tout à l'heure, vraiment le partenaire. Je suis une solution pour vous. Tous les deux, on va faire mieux ensemble. Voilà. Oui, c'est ça. Et le mindset est dans les deux sens. C'est-à-dire que le centre de formation doit être aussi dans le sens où, moi, si je prends un formateur, c'est un vrai partenaire, il doit m'aider à développer moi aussi mes affaires, en fait. C'est ça. Et c'est pas juste une ressource. Bon, j'aurais pris de l'intérim, ça aurait été pareil, en fait. C'est ça. Et on est vraiment dans cette dimension-là. Il faut que nos formateurs aillent d'abord fort de leur expérience, parce que c'est vrai qu'après, on a des engagements. Quand on dit je vais faire ça, il faut tenir la route, faut le faire, faut être organisé. Oui, tout à fait. On a certainement aussi, et là on pourra peut-être aussi en faire un sujet de podcast, c'est comment je m'organise. Quelle est la journée type d'un formateur, tu vois? Quels outils, quels moyens? Alors les gens sont vachement intéressés par les outils. Le premier truc qu'ils vous disent, c'est tu utilises quoi comme outil? Mais par contre, ils oublient de dire mais pourquoi. Pourquoi j'ai besoin de cet outil? Moi, mon outil principal, c'est mon cerveau. Et puis une fois que mon cerveau il est tourné dans le bon sens, les autres outils, ils vont venir se présenter tout seuls. Je vais même pas les chercher, tu vois. Et ça, je crois que c'est important de le communiquer, de le dire, de pas avoir peur de se lancer, de faire ses propres propositions, parce qu'on a le droit d'être différent. Moi, je suis allé voir un centre de formation et puis je leur ai dit voilà, j'ai vu un super projet. Ce projet, il est complexe. J'ai besoin d'un gros centre comme vous pour le développer. Est-ce que je peux vous le présenter? Et une semaine plus tard, on avait une ligne de crédit de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui venait soutenir ce projet, avec un chef de projet qui était moi, et tout le monde rallié à une cause et à un objectif. Et ça, et j'en parle sur le podcast, c'était notre projet de la grande école du numérique. C'est vraiment des super aventures où là, le centre se comporte, lui, comme un partenaire, et nous, on se comporte comme un partenaire, et on n'a que des synergies, en vrai. Et c'est génial. Ouais, et c'est génial parce que, tu vois, par exemple, moi, tout seul, c'était compliqué pour moi d'être crédible auprès des gros institutionnels. Nous, c'est des budgets sur la politique de la ville, pour la structure support. Rencontrer la préfecture, c'est quelque chose de normal, naturel, et permettre de venir leur raconter ce projet-là, c'est démarrer, puis les gens comprennent les choses et ils adhèrent, et puis on construit un copil en intégrant aussi les partenaires, c'est important, parce qu'on a la tête dans le guidon, il faut que les autres voient aussi. Il faut pas avoir peur de produire, faut pas avoir peur de se tromper, faut oser dire qu'on se trompe, ça pose pas de problème. Des fois, c'est ça qui est difficile à dire. Si je me suis trompé, on était dans une éducation où l'erreur n'est pas toujours permise, en fait. Bien sûr. Et moi, un jour, la préfète m'avait demandé comment je m'y prenais. Je lui ai dit, vous savez, je construis un avion en plein vol. Il y a des moments, on n'est pas fiers. Je vous le dis, moi. mais on quitte pas, on est à bord, quoi. On est à bord, et puis c'est là qu'après se créent ces synergies entre le groupe d'apprenants, le groupe de formateurs, où les gens concourent au même résultat, et tout le monde fait des pas l'un vers l'autre. Et puis dans cette espèce de co-construction, il y a des choses magnifiques en termes d'apprentissage. Chez toi qui dis j'aime l'apprenance, tu vois des choses extraordinaires. C'est vraiment génial à observer. Malheureusement, c'est pas la généralité pour l'instant. Non. Comme tu dis, c'est un état d'esprit. Et au travers de cet état d'esprit, pour moi, qu'on aille offrir un service, une offre, une formation, un parcours, pour des gens, en fait, c'est un état d'esprit. Et souvent, il y a une partie de je vais être méchant pour une partie des formateurs, mais je pense qu'ils sont pas faits pour être indépendants. C'est-à-dire qu'ils seraient très bien dans une structure. Bien sûr. Et c'est OK pour ça, en fait.
Et il faut qu'ils acceptent que oui, de temps en temps, ils peuvent être juste salariés et c'est OK avec ça. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'exprimer plus que juste l'animation et d'aller construire des choses. Et c'est cet aspect entrepreneurial. On est formateur indépendant, on est entrepreneur. On entreprend. Oui. On a, nous, tu vois, observé dans nos équipes, puisque moi j'ai monté des équipes de formateurs qui sont sur le terrain tous les jours, avec qui je travaille, on partage tous les jours. Ils me le disent, ils me disent, mais nous tout seuls on n'aurait jamais osé. Et moi je leur dis, aujourd'hui vous faites des choses, moi tout seul je les aurais jamais réussi. c'est vraiment ça le truc. Vous nous amenez à chaque fois cette capacité d'être vous-même. Moi je leur dis tous les jours, vous êtes surprenants, quoi. C'est génial ça. Et même eux se surprennent, tu sais, se dire, mais je savais pas que je pouvais faire un truc comme ça toute seule. Si tu peux. Bah oui, mais après tu te dis, ouais, mais du coup, mais c'est que je suis pas toute seule, on est en équipe. Ça aussi, travailler en indépendant, en étant indépendant, travailler en équipe, c'est un sacré challenge aussi. Ouais, tout à fait. Cette capacité à co-construire, à co-élaborer. Réellement, le fil, c'est coopérer, collaborer. Cette espèce d'alternance permanente là. Et ça, c'est ce qui construit les beaux parcours. Les beaux parcours pour nos apprenants. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier. Tout ce qu'on fabrique, c'est pas pour nous. Ouais. On le fabrique pour nous. Elle est superbe cette formation, et une fois qu'elle est sur le terrain, et les apprenants disent bof, non. C'est pourri ton truc. Putain, j'y ai mis tout mon cœur. Moi, je la trouvais géniale. Franchement, je me l'aurais acheté. Ouais. Parce que t'as juste oublié un truc, t'as juste oublié le besoin de ton apprenant, son attente et ce qui lui il a besoin en fait. Et c'est lui que tu dois satisfaire, c'est lui que tu dois mettre au milieu. Et de mettre ton ego de côté, de te dire ouais, j'ai fait une belle formation. Moi je peux me dire quand j'ai fait une belle formation, c'est quand mes apprenants ils ont le sourire et qu'ils me disent merci, tu viens de nous sauver. Tu viens de nous aider, nous éclairer sur un sujet incroyable qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne voyait pas comment faire. Et le fait de nous avoir guidés, de nous avoir montré des astuces, nous, on a eu plein d'idées, plein de trucs. On les a mixés, on les a mis en place. Oui, c'est pas tout à fait ce que tu nous avais montré, mais c'est grâce à cette formation qu'on peut le faire. C'est ça. C'est ça. On a vraiment ça. Il n'y a pas très longtemps, j'accompagnais une jeune formatrice, et à la fin, elle me dit, mais alors du coup, est-ce que c'était bien? Je dis, écoute, je vais te dire un truc, regarde, il est 17h20, ils sont toujours là. J'ai dit, si à 15h30, ils s'étaient tous barrés, c'est que ça aurait pas été bien. Oui. Ouais, après, on peut avoir des apprenants qui disent pas. Qui sont aussi très passifs. Ouais, qui disent pas quand ça va pas en fait. Ils vont te le dire ils vont le dire indirectement 3 jours après en fait, mais c'est trop tard. Toi, tu peux pas ajuster. Oui, toi, tu peux pas rajuster. Ouais, tu peux ajuster pour la prochaine session, mais voilà. Mais en tout cas, pour eux, c'est râpé et c'est dommage pour eux parce qu'on pouvait nous ajuster en fait. C'est ça. C'est pour ça aussi que de faire des petites pauses. Et puis il y a énormément de non-verbal qui se. Quand tu vois en face de toi des moments, enfin, tu vois que ça va pas, quoi. Quand tu vois que ça va pas, demande ce qui va pas. Ça va gagner du temps. Quand tu sais pas. Et c'est pareil quand tu fais la commercialisation, c'est-à-dire quand tu es en train de discuter avec ton client et que tu vois que les arguments ou les choses que tu essayes de faire passer, ça passe pas, demande en fait. Et bien sûr. Naturellement, il va répondre en fait. Il va pas te cacher le fait que ça va pas. Si toi tu détectes que ça va pas, il va te le dire. Non, en fait, c'est pas ça. Qu'est-ce qui vous gêne dans mon offre? Je vois qu'à un moment donné, là, vous avez fait la moue, tu peux leur dire, carrément. Ouais, tout à fait. Et puis là, ils te le disent, Ça, ça fait partie des découvertes de la vente. Là, on est dans un autre métier. On est dans la vente, là. Ouais, tout à fait. Mais pour moi, il y a une similitude qui s'effectue entre quand je découvre mes apprenants et la façon dont ils vont découvrir la formation, la suivre, la faire vivre, se l'approprier, et puis le fait d'amener son client à acheter ta formation ou ton offre dans sa globalité d'apprenance. C'est la même chose en fait, c'est que tu es dans la même phase de découverte et tu as besoin. Moi, je pense qu'on a besoin des mêmes techniques en fait pour découvrir l'autre.
Tu Après, ça vois, n'engage une que autre... moi. Ouais, non, non, mais moi je l'ai observé aussi. Tu vois, une autre similitude que je vois, moi, c'est le centre de formation qui te commande une formation pour. Et il se met entre les deux, là. Et en vérité, lui, il te sert de filtre. Et du coup, ta cible finale est moins visible, moins audible. Et du coup, il te renvoie des infos qui ne sont pas les informations. Donc, il faut toi que tu sois capable de le contourner. Et nous, on a la même chose quand on forme sur les métiers du digital. Quand le gars vient t'expliquer qu'il veut un site web. Et Oui. il veut le site web qui lui plaît, alors que nous, on essaie de lui vendre le site web qui va rendre service à son client. Eh ben, c'est chaud, là. Bah, On il a une faut espèce réussir à de... manager le chou et la chèvre en C'est même ça. temps et C'est ça. d'essayer de lui vendre, bah oui, tu vas avoir un joli site internet et en plus, tu vas voir, ça va être le site que tes clients vont adorer. C'est ça. Et puis on Et va se on est... concentrer surtout sur ce que les clients adorent. Et puis si lui il aime moins, bon, s'il Ouais, voit les bah ventes oui. derrière, il va tout de suite dire ah en fait, ouais, c'est Ouais, peut-être mais pas elle était bien. le site que Elle je va te dire voulais. qu'elle était bien son idée, hein, quand même, au départ. Ouais. Ouais, elle était bien son idée. Bah, très bien, c'est son idée. Après tout, c'est le Mais nous, client. ça nous va bien, hein, on est content quand Ouais, son tout à idée elle est fait. bien. Tant qu'il nous fait le chèque à la finale, puis qu'il nous recommande en disant c'était génial. Ouais, Grâce à eux, j'ai pu réaliser mon idée. Moi, ça me va en fait. Euh, c'est cool. c'est- Mon formateur, Nicolas, ça y est, là, il a son expertise. Euh, Concrètement, ça serait quoi la première démarche, ce qu'il faut qu'il mette en œuvre pour, je te disais tout à l'heure, pour que moi je puisse aller vendre ma formation. Ça serait quoi le premier truc là? C'est le rendez-vous, c'est le face-à-face, c'est le document d'appui, c'est tout. Comment tu vois ça, toi? Alors, si on prend une démarche purement marketing, bah, c'est un benchmark et on peut faire un truc super simple que les gens pensent jamais. Ou en tout cas l'utilise peu souvent. C'est une technique qui est peu utilisée. Poser juste une question sur les réseaux sociaux, une question super simple que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, malgré mes expériences produits, etc. C'est tout simple. Donc là, si je reprends le cas de l'immobilier, je vais prendre l'exemple de l'immobilier, mais ça marche pour tous les secteurs. Hein, il n'y a, Ouais. y a pas de truc. On fait un Forms, un Google Forms, par exemple, avec juste une question. C'est quoi le défi numéro 1 sur ce domaine-là, en fait? C'est quoi le défi numéro 1? Et là, bizarrement, les gens, en anonyme, vont répondre et identifier tous les problèmes qu'ils ont. Et on va pouvoir collecter cette information pour pouvoir se dire, ah ouais, en fait, c'est tout ça qu'il faut que j'aille répondre, en fait. Et à l'intérieur de cette matière qui est fournie par nos clients potentiels, ben, il y a l'argumentaire pour les convaincre, il y a ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils attendent. Souvent, il y en a aussi qui expriment leurs peurs, leurs craintes. Il y en a qui vont décrire précisément le défi qu'ils sont en train de rencontrer. Et c'est une mine d'or, en fait, pour pouvoir aller ensuite essayer de capter. Ben, ça peut être des mails, ça peut être des numéros de téléphone, et puis d'aller commencer à aller prospecter. Et là, pour la prospection, on peut avoir des techniques relativement simples. Hein. Si tu es un expert et que tu traînes sur les réseaux sociaux, tu as toujours des gens qui sont peu expérimentés, qui ont un problème dans ton domaine, et tu peux déjà, ne serait-ce que répondre à la question avec ton expertise et d'aller le relancer un peu plus tard en lui disant tiens je t'ai donné ça, où est-ce que tu en es et est-ce que tu aurais besoin qu'on aille plus loin, et du coup d'aller accrocher ce client là sur ce problème là, parce que tu sais qu'il a un besoin en fait. Tu sais qu'il a quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas le financement, mais ça c'est un temps plus tard en fait que tu vas le découvrir, mais au moins tu sais que cette personne a un besoin et c'est elle que tu vas aller contacter. C'est pas la peine d'aller arroser la terre entière en disant je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible. Oui, ça marche, mais tu vas te retrouver comme on disait tout à l'heure dans le cercle vicieux qui est c'est combien ton taux, c'est quoi le nom de ta formation, t'es prêt à te déplacer à Lille, Strasbourg, etc. Menton-Rennes. Nantes-Rennes ou en plus tu vas aller à Pau. Ouais. Tu vois, bon, ok, ça a une limite en fait. Donc, Ouais. par contre, si tu identifies qu'un manager, parce que tu fais dans l'entreprise, un manager pose une question sur un problème de management et toi, tu es un spécialiste du management et que tu as déjà rencontré 12 fois des managers ayant ce problème-là,
et que tu lui réponds, il y a des chances que les autres qui vont faire des réponses ou qui disent « Ah, moi aussi j'ai le problème », bah, tu as déjà des clients potentiels en fait. Il suffit juste d'aller les contacter, leur offrir une partie de ton expertise gratuitement, comme quand tu es dans le supermarché là et que tu vas goûter le fromage, le petit saucisson pour t'attirer. Ben, tu fais la même chose, tu fais goûter à la personne. Si elle trouve que tu as eu un impact sur ce qu'elle avait comme problématique et que ça l'a aidé, il y a des chances qu'elle t'écoute. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle t'écoute que d'essayer de dire je suis juste disponible. En fait. Ouais, tout à fait, puisqu'en gros, tu es disponible pourquoi? On n'en sait rien, mais là, tu viens de régler un problème. On est bien C'est toujours ça. dans la dimentique de la problématique. Tu vois, c'est marrant parce que Exactement. toi, tu as cette expression-là, et moi, je leur dis, si vous avez une baguette magique, que vous changiez quelque chose tout de suite, ça serait quoi? Et ça mène au même résultat hein, que tu viens Ouais, de tout à fait. dire. Et ça, c'est vrai. Ah ben moi, tout de suite, je changerais ça, toi. Ok, d'accord. Ah ben ça tombe bien, j'ai une solution. Et du coup, regarde, on peut faire ça, ça et ça. Et ça, c'est intéressant. Et je vais rajouter un truc. Il faut pas avoir peur de donner. Il faut pas avoir peur de donner les trucs et les trucs qui marchent, parce que des fois, tu sais, moi, je vois des tas de formations, je vois des tas de pseudo-experts, de pseudo-intervenants. En vérité, ils t'expliquent toujours pourquoi il faut faire les choses. Mais il y a longtemps que tu as compris pourquoi. Toi, ce que tu veux savoir, c'est comment on les fait. Et on est gavé de pourquoi. Ouais, après, alors du coup, c'est aussi une technique marketing pour si toi tu veux avoir le comment, eux ils oui, disent il y a le pourquoi, il faut faire le pourquoi, etc. Et que tu vas ouais. leur voir comment, eux ils vont te vendre la formation au moment où tu dis comment en fait. Bah, Bah, comment c'est facile, vous venez à ma formation et je vais vous montrer comment. Mais Il y a pas de justement, c'est problème. ouais, je sais, mais le piège est un peu gros là. Le piège Mais est un petit peu gros. vaut mieux. On est par défaut un formateur indépendant et plutôt un expert. C'est Mm. moins un vendeur. Il utilise moins de techniques de vente, moins de techniques de marketing, moins Ouais. de tout ça. Et c'est OK. Et par contre, il faut qu'il exploite son expertise pour que justement ça l'aide à vendre en fait. Et son truc d'expert, là, c'est d'aller répondre à des problématiques que les gens ont en fait. Est-ce que Et il ça leur nous donne un envoie truc comme très simple. Et même s'il donnait toute sa formation gratuitement dans des posts, bah, les gens, ils n'auraient jamais le temps d'aller regarder tous tes posts pour suivre ta formation, en fait. Bien sûr. Gratuitement. Et D'accord. ils achètent ta formation parce que ça met les postes dans l'ordre. Exactement. Et souvent, en plus, dans la formation, tu vas leur parler de ton expérience et tu vas leur donner ta sauce secrète. C'est le petit ingrédient dans ta sauce, là, qui fait qu'elle est incroyable. Et ben c'est là-dessus que tu vas teaser la personne en fait, parce que tout le reste, ils pourraient regarder tes concurrents et ils trouveraient à peu près la même chose. Mais si tu arrives à leur faire sentir que tu as un petit ingrédient secret dans ta sauce là, et que c'est ça qui va les attirer, et ben t'as gagné en fait. Ils vont venir. Ils vont venir tout simplement te voir parce que c'est toi. Ça aussi c'est vraiment important. Il faut rester soi en fait. Hein. J'ai trop vu de personnes jouer un rôle sur les réseaux sociaux, quand ils rencontrent les formés, ils osent pas être soi en fait. Mais je sais qu'on a peur de décevoir les gens. Et je comprends. Moi-même, j'ai de temps en temps ce truc-là. Mais n'empêche que si je suis tranché sur moi j'aime ce truc-là, j'aime pas ce truc-là, bah, tous ceux qui aiment le truc-là, ils vont me suivre en fait. Et tous ceux qui n'aiment pas là, bah, ils vont pas me suivre et c'est ok parce que moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui aiment, c'est pas les gens qui n'aiment pas. Et c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. C'est pas une projection idéalisée de l'image qu'on veut donner. Tu vois, j'ai vécu ça au démarrage de mon idée de podcast. J'écoutais les podcasts, fallait que ça soit super, fallait que tout soit calibré, fallait oh là là, ils étaient bons les gars, tu sais. Puis il y a des experts hein, qui font ça très bien. Et moi, je me dis, j'y arriverais pas à faire très bien. Et un jour, je buvais un café avec un copain qui est formateur. Et je lui disais ça, je lui exprimais. Mais il me dit, qu'est-ce que t'attends pour le faire, ton truc, là? Ah ouais, mais tu comprends, peut-être j'ai pas le bon micro, peut-être j'ai pas le ceci, j'ai pas le cela. Et il me dit, bah, qu'est-ce que t'en as à foutre? Au début, il y a personne qui l'écoute, ton podcast, fais-le, fais-toi plaisir. Sois toi-même, reçois les gens comme t'es, là, comme on est en train de faire, là, au café. C'était ça, la solution. Tu vois? Restez soi en fait et c'est ok avec ça. Les gens qui vous apprécient, ils auront tendance à vous suivre et puis ceux qui vous apprécient pas, bah vous perdez rien parce que de toute manière à un moment ou à un autre ils vous suivront plus donc. C'est ça.
Voilà, c'est pas une perte en elle-même, c'est aussi garder une congruence sur qui on est et la façon. Et en plus, ça se sent quand on commercialise. Si on n'est pas soi-même, à un moment ou un autre, le client il le voit qu'on joue un jeu, qu'on n'est pas tout à fait franc du collier, qu'on essaye de le brosser dans le sens du poil, etc. Il y a des fois, moi j'en vois chier les clients. Hein. Des fois, ça devient même mes clients. C'est assez amusant. Je dis non et eux ils disent non mais moi je pourrais jamais vous aider sur ce truc-là. Mais si, vous allez voir, on va trouver des solutions. D'accord, on va trouver des solutions, mais moi je vous dis sur ce truc-là en tout cas moi je peux rien faire. C'est ça, faut savoir dire les choses. Et, Eh ben et écoute, puis voilà, puis ça marche. écoute, je crois qu'on a fait bien le tour là, on a bien échangé. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Ouais, on aura encore besoin de plusieurs cafés quoi. Ouais, je crois que ça va être possible. Et tu sais qu'on l'a évoqué. On l'a évoqué aussi le fait que Céline puisse venir nous rejoindre. Hein, Ouais, et alors puis, aujourd'hui malheureusement elle pouvait pas, elle est elle-même avec des clients donc ah bah ça c'est la priorité. Hein. voilà. Et on a la chance, nous on est deux donc on peut se partager certaines tâches. C'est cool. C'est cool. Ouais. Eh bien, écoute, Nicolas, je te remercie. En tout cas, écoute, je te redis là de vive voix une possibilité d'invitation pour débattre d'autres sujets, pour que tu viennes nous parler comme tu le fais. Hein. On sent que tu es complètement investi dans cette dimension de formation, dans ce partage. J'ai vraiment plaisir à t'avoir accueilli. Hein. Comme je t'avais dit, quand je suis les gens sur les réseaux sociaux, j'essaie de regarder où est cette bienveillance, où est cette connaissance, cette envie de partager. Et je crois que, bah écoute, après ce qu'on vient d'échanger pendant 1 heure, je suis ravi qu'on ait pu avoir ce moment tous les deux, et je suis encore plus content de pouvoir le partager avec nos auditeurs. Merci Laurent, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et Et au puis plaisir très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle fois. À très bientôt, merci beaucoup, et on se retrouvera, j'en suis sûr, pour d'autres beaux épisodes sur le podcast de la formation. Au revoir.